au Forum économique mondial de Davos, Dario Amodei, le cofondateur et PDG d'Anthropic, a déclaré que nous pourrions être à 6 à 12 mois d'un moment où les modèles d'intelligence artificielle accompliraient la plupart, sinon la totalité, du travail des ingénieurs logiciels. Autrement dit, le métier de développeur pourrait être absorbé par des systèmes comme Claude. Dans le même temps, Peter Steenbergen, le fondateur d'OpenCloud, a rejoint OpenAI dans une opération estimée à $1 milliard. Est-ce que c'est la fin du code comme compétence rare? Est-ce que coder ne rapportera plus d'argent? Est-ce que le développeur est le premier domino d'une longue série? Pour en parler à mes côtés, Alexandre, il est expert en vibe coding. Il a d'ailleurs quitté Cursor pour passer sur Claude Code. Il va nous parler de tout ça. Moi, c'est PPC. Bienvenue dans Connected Mate. L'épisode commence maintenant. Connected Mate. Alexandre, cette déclaration, Dario Amodei, elle est hyper brutale. Toi, tu l'as prise comment? Je me suis dit, enfin ils en parlent, et surtout, enfin ce boss en parle devant tout le monde, surtout à Davos. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà content depuis quelques mois parce que tout le monde avait compris ce que c'était en fait le fait que l'IA pouvait générer du code. Ça faisait un an et demi que ça existait, mais déjà personne ne le comprenait. Là, c'est bon, ça a commencé à être mainstream, et quand sur Insta, j'ai commencé à avoir des reels un petit peu trendy de français, de jeunes développeurs français, là, je me suis dit, ok, enfin, le marché va comprendre. Et ce qui est très intéressant, et bon, c'est le vocabulaire anglais, il a dit « je ne sais pas », peut-être 6 à 12 mois. Mais il a quand même introduit « je ne sais pas du tout », mais je dis 6 à 12 mois. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que tout ce que sort Anthropic avec Claude Opus, 4.6, etc., et ceux qui vont arriver dans les quelques mois, vont vraiment s'améliorer énormément, et ça va complètement remplacer le boulot de développeur sans aucun doute. Il y a un autre acteur, je pense à Andrej Karpathy, c'est l'ancien directeur IA de Tesla, c'est aussi un des cofondateurs d'OpenAI. Il parlait du vibe coding, puisqu'on parle du vibe coding quand on parle de tout ça. C'est aussi peut-être le fait de finalement oublier que le code existe. C'est beaucoup plus simple. Toi, je sais que tu pratiques en parlant à ta machine. Hein, c'est ça, tu parles à ta machine et tu génères du code. C'est une vraie révolution selon toi ou pas? Parce que toi, tu n'es pas codeur, on peut le rappeler. Hein. C'est plus qu'une vraie révolution. Moi, ça fait 1 an et demi que je m'amuse à créer. Je vais utiliser le terme de créer, pas développer. À créer des applications mobiles, ordinateurs, etc. Alors, depuis 1 an et demi, j'ai la plupart qui ne fonctionnaient pas parce que les modèles n'étaient pas assez bons. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr, il n'y a pas de souci et ça fonctionne très bien. Donc, ouais, c'est juste le plus gros des changements. Mais si moi, depuis 1 an et demi, j'arrive à faire des applications, qu'est-ce qu'auraient réussi à faire des développeurs qui auraient pris le pied directement? Donc, toi, tu pratiques le web coding, mais tu n'es pas développeur. Tu dis que tu es créateur. C'est quoi les types d'applications que tu fais, que tu as générées? Et puis, je sais que tu bosses à côté avec des développeurs, des vrais. Comment ça a changé la nature de vos relations entre vous? Écoute, déjà, faut voir, moi, de mon côté, je développe toutes les applications que je trouve juste fun. Ça, c'est mes applications. Moi, en fait, j'ai une envie où j'ai besoin de répondre à un besoin, je vais essayer de le faire. Voilà. Et ça, c'est comme ça depuis longtemps. Des applications financières, une application qui permet d'avoir un super dictaphone sur iPhone ou sur Mac, des trucs comme ça. Juste des trucs qui m'aident moi personnellement et au cœur j'ai une petite lubie. En fait, c'est clairement, ça répond à une lubie et ça s'appelle juste créer pour moi. Et après, l'autre côté, c'est en entreprise où là, du coup, c'est plus qu'une lubie. C'est toujours répondre à des besoins, mais des besoins peut-être qui ne sont pas que les miens et de plus de personnes. Et en fait, nous, ce qui est incroyable maintenant, c'est qu'on se retrouve avec nous des applicatifs où tout le POC, mais vraiment le vrai POC est complètement codé par le POC, c'est le proof of concept. Ouais, complètement, c'est ça. C'est la maquette, c'est le prototype, en fait, c'est ça? C'est ça. C'est la grosse maquette. Parce que la maquette, on va dire, c'est plus juste pour... c'est toujours un POC, c'est toujours une preuve, mais là, vraiment, ça fonctionne. Et en fait, derrière, on a des développeurs qui travaillent avec les mêmes sujets, sauf que moi, je vais réussir à l'expliquer en termes de produits quand je vais coder, et eux vont pouvoir réussir à l'expliquer en termes techniques pour réussir à faire que derrière, ce soit un MVP, donc un Most Viable Product. En gros, ça fonctionne bien. Minimum Viable. Minimum. On va dire Most, parce qu'il faut que ça aille au fond. Mais vous arrivez à faire allez, je vais mettre aussi un mot, des LVP, des Lovable Valuable Product, des produits vraiment, dont on tombe amoureux, tellement ils sont géniaux ou pas? C'est ça l'objectif. Ça, c'est vraiment ce qu'on arrive à faire. Même aujourd'hui, du coup, on a quand même des apps qui tournent où il n'y a que de l'IA qu'ils ont développé. Et il y a beaucoup de monde qui tourne dessus. Il n'y a aucun développeur derrière parce que c'est moi. Donc, je peux dire qu'il n'y a aucun développeur. Donc, c'est des apps qui tournent, que tu as créées avec l'IA. Tu les as créées avec l'IA. Elles tournent. Enfin, moi, j'ai commencé à regarder. C'est pas si simple que ça, quoi. Il faut quand même avoir un petit côté geek, non? Alors, écoute, le côté geek, pas spécialement. Je dirais, il faut juste vouloir un petit peu apprendre et se dépatouiller. Globalement, en fait, c'est juste que c'est pas très beau. C'est sûr que ça sera pas ton beau browser, ça sera pas ton Lovable qui, pour ça, d'ailleurs, fonctionne très bien parce qu'il est plus facile à comprendre, pas à utiliser. Je parle vraiment à comprendre. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a ce petit côté-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, j'en parlais ce midi avec un ami, et en fait, il dit oui, on peut faire plein de choses avec du LED, mais il dit que c'était simple. Et je lui dis oui, après, ça te prend quand même du temps. C'est juste qu'avant, ça te coûtait du temps à 10 personnes et 100 000 euros. Là, ça te coûtera juste ton temps à toi durant quelques mois. Mais ça prend quand même du temps, c'est pas non plus dans la comprendre. Et c'est sûr que du coup, quand on connaît pas la tech, on a du mal à se rendre compte, en fait.
Mais c'est incroyable, mais ça prend quand même du temps et beaucoup de matériel. Parce que ça peut aller très loin, ça peut partir n'importe comment. Et puis si tu laisses l'IA prendre le lead, pour l'instant, elles ont du mal à faire vivre ton produit là où tu veux aller parce que elle n'est pas encore connectée à ton cerveau. Alors, bon, ok, mais moi, je vais t'apprendre un truc. L'accès à ces outils, le Claude Code, on peut parler aussi du Codex chez OpenAI. C'est pas si simple que ça. Tu veux pas nous coder une couche qui rendrait ça très simple pour des gens qui sont pas trop geeks comme moi, pour rendre ça beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible, où il y aura toujours cette petite frontière avec ce côté, ouais, il faut aller dans le terminal, c'est compliqué, il y a des lignes de machin, Ouais, etc. mais tu vois, c'est super ce que tu Quand dis. est-ce que tu m'amènes la couche qui me permet de démocratiser ça pour faire en sorte que ma maman qui a besoin de créer un truc parce qu'il y a un truc qui l'embête, qui lui ferait perdre du temps et elle a une idée, ça y est, tu lui simplifies la vie. C'est-à-dire qu'en fait, ça permettrait à chacun qui n'est pas développeur de pouvoir créer, j'aime bien le terme que tu as donné, de pouvoir créer les choses qui vont résoudre des petits problèmes qu'on a et qu'on aimerait arriver à faire. Écoute, je dirais que je pense qu'il y a des gens qui ont déjà proposé ce brief à des investors et qui ont levé des milliards comme Lovable ou des millions pour Lovable, pardon. Donc il y a plein de boîtes qui sont sur ce sujet-là de la facilité de création. Mais moi, je te dirais plus aujourd'hui, t'as ChatGPT sur ton Mac. Ouvre-le et demande-lui. Moi, je fais juste des copier-coller de ChatGPT dans mon terminal. C'est comme si je faisais des copier sur Google. Enfin, en fait, c'est assez simple de se débrouiller maintenant. Je veux dire, en fait, tout est faisable. Tu vas juste à demander à quelqu'un qui a la réponse à tout. ChatGPT. Il n'y a pas tout le temps la bonne réponse, mais en tout cas, il a la réponse à tout. Ça, il a la et tu réponse peux à te tout. débrouiller Mais comme même, ça, il tu peut vois. même mentir et raconter des conneries. Donc, Ça, c'est sûr. Du coup, je conseillerais d'utiliser Claude. Mais d'accord. Bon, on sent que tu as eu un peu ce coup de foudre pour Claude. Toi, tu étais sur Cursor. Sur Cursor, je crois que tu as fait partie des 1% de plus gros utilisateurs de en Cursor. France, ouais, En et dans le France. monde, 2%. Dans les 2% Top 2% mondiaux, ouais. Ah oui, donc tu as quand même beaucoup utilisé Cursor. 2% mondiaux, c'est un peu dingue. Ouais. T'as divorcé de Cursor, t'es passé sur Claude Code. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller vers le meilleur modèle. Et moi, chez Cursor, pour prendre le meilleur modèle, je payais cher, jusqu'à 500 € la journée, en termes de consommation. 500 € la journée. Pour moi et notre équipe. Et du coup, c'était un peu compliqué. Ça le fait, on a un ROI qui est énorme dessus, mais bon, au bout d'un moment, quand même, tu dis pourquoi pas essayer de faire moins cher. L'économie, c'est quand même positif, je dirais. Et surtout, en fait, derrière, pour moi, il faut aller vers le meilleur modèle et la meilleure orchestration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA, elle est bonne quand elle a été orchestrée d'une manière qui permet de bien travailler. Et pour avoir testé, du coup, et j'ai pris trop de temps, du coup, à tester Claude Code, ils ont une super orchestration. L'orchestration, c'est le fait que tu forces l'IA à faire des loops, à faire des boucles de réflexion pour faire des actions, mieux réfléchir. C'est des étapes de raisonnement où Tout à fait, c'est il pile poil ça, envoie ouais. des choses, il reprend la réponse, il revérifie. Donc, c'est des allers-retours en permanence pour amener une qualité de réponse qui vaut la peine, en fait. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le reasoning, ça? On peut le dire comme ça. Ouais. En tout cas, moi, ce que j'appelle, c'est plus du forcé de reasoning. C'est que c'est pas dans le modèle intrinsèquement, c'est que techniquement, tu as forcé l'IA à faire des boucles de réflexion. Par exemple, tu lui diras, fais-moi un site vitrine sur un coach de sport. Et ben en fait, tu vas dire maintenant, fais-toi une team d'agents pour faire ça. Et lui, il va se dire, ok, d'accord, je vais découper le sujet en petits sujets. Celui qui fera le légal, celui qui fera la page, machin, celui qui fera le design, celui qui fera le SEO et tout ça. Et après, tous ces agents-là vont, eux, se redécouper. Et en fait, ça fait que au lieu de se faire juste un prompt, ça te répond, ça va diviser ton prompt en peut-être 20 prompts. Et là, ils vont tous avoir une réponse. Et du coup, c'est beaucoup plus de contenu. Et ça a été forcé à la main. C'est forcé en termes de code, en fait. Et c'est une orchestration. Et donc, en fait, on a migré sur Claude Code parce que vu qu'il est open source, tu as juste à connecter un abonnement. Et ça, c'est super intéressant. Donc, ça veut dire que tu payes pas à la consommation, tu payes à l'abonnement Tu ou peux tu payes à la payer consommation? à la consommation, mais surtout, tu peux mettre d'autres IA sur l'orchestration, comme des IA locales. Et c'est une IA que tu mets directement sur ta machine. C'est-à-dire que tu as un Mac ou un autre PC qui est assez puissant pour faire tourner une intelligence artificielle localement. Tu la télécharges et elle va coder à ta place. Et là, encore une fois, on retouche le sujet je dirais, il faut avoir le meilleur modèle pour répondre à ton besoin, même si aujourd'hui, on peut commencer à mieux jauger. Mais il faut s'y connaître techniquement pour savoir et mieux jauger. Personnellement, pour un vibe codeur, vu qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière, autant prendre la meilleure, ce qui est Opus 4.6 aujourd'hui. D'accord, ouais, donc là, tu donnes une date sur l'enregistrement de ce podcast. Forcément, puisqu'il y en aura un 4.7, un 4.8, un 4.9, etc., etc. Donc, ton choix pour aller sur Cursor, c'est très pragmatique. C'est de dire, moi, je switch, j'ai pas d'état d'âme, je prends le meilleur. Et si demain, il y en a un autre qui est meilleur, tu quittes Claude? Ouais, complètement. En fait, ce qui est super, c'est que pour moi, l'open source, c'est la réponse à tous nos besoins en termes d'IA. Et en fait, vu que Claude est open source majoritairement, on peut tout recoder au-dessus. Et moi, le vrai problème que j'avais avec Cursor qui répondait à mes besoins personnels ou à mes besoins de R&D, mais pas à mes besoins corporate,
C'est-à-dire que toutes nos recherches d'innovation, on pouvait les faire avec Cursor. C'était validé par la SSI, sécurité informatique. Par contre, tout ce qui touchait à des projets qui pouvaient toucher nos clients, ça, c'était non. Et du coup, vu que Claude Code, effectivement, on peut redévelopper au-dessus, donc de l'orchestration, cette fameuse, et ben en fait, on a retravaillé au-dessus et on a fait des choses qui, techniquement, maintenant, sont validées par la SSI et nous permettent d'utiliser l'outil avec des modèles qui sont à nous. Et en fait, ça me permet de complètement et d'être plus clean et de pouvoir avancer différemment à une vitesse aussi très différente. Donc en fait, t'es allé chercher un peu une sorte de... Allez, c'est peut-être un gros mot, mais une souveraineté en fait, en disant, bon, on va un peu mettre chez nous, mieux maîtriser les histoires, et puis à nous de faire des choix de design, de choix de modèle. Une solution sécurisée, je dirais. Ouais, sécurisé, d'accord. Ouais, je pense que souveraineté, ça sera quand on pourra avoir des modèles assez puissants en Europe, mais malheureusement, on n'y est pas encore. Tu penses que chez Mistral, ils se bougent sur ce sujet-là? Ils essaieront, mais ils n'ont pas assez d'argent. Anthropic, c'est 350 milliards de levées. Mistral, on est à 8. Donc, Et d'après toi, comment on peut les aider? Parce que sinon, ça va être toujours avec les acteurs anglo-saxons ou chinois, non? il faudrait qu'on parte à Bruxelles. Mais on pourrait demander à tous les développeurs européens de partir à Bruxelles pour manifester. Non, mais compliqué. si les développeurs européens se mobilisaient, mettaient un peu de sous, chacun... Non, mais en fait, surtout, le vrai problème des modèles, c'est qu'en fait, la course au modèle, il faut avoir un cash flow énorme. Parce que tu vois, c'est ce qui se passe aux US. Aux US, c'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe entre les US et la Chine. Magnifique dans le sens où, en fait, les US crament des milliards à faire des modèles qui sont juste incroyables, qui sont vraiment géniaux. Et quelques semaines après, la Chine sort les mêmes, mais open source. Voilà. Je reviens sur ce qu'a dit Dario Amodei. Toi, tu penses que tu donnes un délai, tu penses que ça sera plus long que ce qu'il a annoncé parce que c'est un peu un effet de com, etc. Ou tu dis, non, on est en pleine voie là-dessus, ça y est, ça a déjà changé. Pour moi, on est en pleine voie là-dessus, et ça a déjà changé, et ça a changé sur une grosse partie de l'écosystème, qui est tout l'écosystème startup, en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tech lead, on parle plus trop de développeurs, parce que là, dans n'importe quelle personne qui a monté sa boîte, il faut quelqu'un qui s'y connaisse en tech, mais t'as pas besoin d'avoir une armada de développeurs. Et c'est assez rigolo, je discutais avec une boîte la dernière fois, avec une petite startup, qui va sûrement l'être à un moment, ils ont fait qu'une première levée, et en fait, il me disait, mais moi, je dépense pas mes sous, j'emploie pas. En fait, il fait appel à des gens qui ont vraiment des très très grosses connaissances sur des sujets très précis, et c'est mieux. Par contre, derrière, pour le développement pur, il n'a pas besoin. Donc c'est sûr qu'effectivement, c'est un changement qui est déjà en cours, et moi je le dirais toujours, il faut être juste très très bien entouré, avec des gens qui ont une connaissance très spécifique ou une organisation, parce que voilà, nous on utilise des modèles généralistes, donc ils savent faire plein de choses, mais pas ultra tout bien. Mais par contre, pour le développement pur, il n'y a pas des besoins. Et en fait, surtout, c'est aussi juste pas le point de la fin des développeurs, c'est la fin d'une ère. Tu vois, moi aujourd'hui, des fois, je le demande à Claude, et je pense qu'on va venir, parce que tu as parlé de OpenClaw juste avant, je demande à Claude directement de faire des choses sur mon Mac, des réglages qui en fait m'emmerdent à faire parce que je les trouve pas dans Settings. Et donc je lui demande de prendre l'accès par le terminal, et donc c'est plus rapide pour moi de lancer le terminal, de leur dire Claude, et maintenant de lui dire je veux que tu actives ce réglage là sur mon Mac, et il le fait direct. Pour revenir sur OpenClaw, je te disais que Peter Steinberger, qui a monté ce truc-là, c'est un truc un peu dingue, qui a fait un bruit de fou dans la Silicon Valley, s'est fait racheter. Ouais, 1 milliard, a priori, ça serait $1 milliard par OpenAI pour rejoindre OpenAI. Comment tu as perçu cette histoire, ce mouvement? Écoute, alors, très très intéressant. Alors, premièrement, OpenClaw, quand il est sorti, je l'ai directement installé, puis j'ai directement désactivé aussi, parce que c'était juste une porte ouverte à n'importe qui sur ta machine. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est une super orchestration. En fait, il faut retenir le mot orchestration. Pour moi, c'est un super chef d'orchestre d'IA, et c'est-à-dire qu'il a compris comment faire. Et il a codé pour créer un super chef d'orchestre qui s'appelle OpenClaw. Au départ, c'était OpenCloud, il me semble, un truc comme ça. Ouais, ça a tourné pas mal, parce que en plus Anthropic lui a fait une petite farce, lui a envoyé un courrier. Il fallait qu'il change de nom. En disant, dis donc mon gars, c'est une autre... Non, mais ce qui est super, c'est qu'en fait, alors il y a plusieurs trucs. Déjà, il y a une sur-méga trend, c'est-à-dire que beaucoup trop de personnes sur X regardent 30 secondes d'un post et disent, ouais, c'est bon, c'est ça. Alors peut-être qu'il faudrait creuser un peu plus. Moi, je m'amuse à aller creuser, et du coup, je suis souvent très déçu de ce qui se passe par jour, parce que c'est plus de la com qu'autre chose. Donc non, effectivement, OpenClaw, c'est une super orchestration sur ta machine qui peut faire beaucoup de choses, genre tout supprimer sur ta machine aussi. Faut pas oublier, il y a des lignes de commande qui peuvent reboot ton Mac en un coup. Faut faire attention à ça. C'est la fête, ça. Ça, c'est la fête. On le conseille pas à mamie, ça. Je connais un développeur à qui c'est arrivé où ça supprimait tous ses documents sur son Mac et ce qu'il y avait sur son drive qui était jour de fête, on part à la plage, super. Ouais, ça c'est assez sport pour lui malheureusement. Et c'était sur notre techno il y a un petit bout de temps. En fait, c'est donc super intéressant, c'est une super orchestration, et je suis en train justement de me redévelopper une version perso où je m'envoie des messages entre mon iPhone et mon Mac, et voilà, ça peut faire des actions pour moi quand je suis à distance.
très bien, mais il faut faire ultra attention, il faut redévelopper le truc. Mais encore une fois, c'est une super orchestration. Donc réutilise-la, remets-la sur un autre projet, etc. C'est génial, quoi. Tu disais tout à l'heure, en fait, il y a aussi un sujet d'arriver à découper. En fait, tu disais, il y a un sujet, on va le découper, puis on va donner à des agents un certain nombre de petites tâches. Est-ce qu'il n'y a pas le risque là-dedans d'amener un peu plus de complexité, en fait? Le rapport, le fait de déléguer à plein de petits assistants, est-ce que c'est pas en train d'amener aussi un peu plus de Non, complexité, c'est voire une multiplication d'erreurs? pour moi, c'est la bonne réponse. Quand tu vois, en gros, si on reprend OpenClaw, aujourd'hui, la hype, c'est les gens qui achètent des Mac mini pour pouvoir le faire tourner. C'est super, hein. Mais en fait, il faut le connecter à une IA. Donc, moi, j'aimerais bien que les gens qui utilisent vraiment donnent leur facture. Parce qu'en fait, ils doivent utiliser Claude par API automatiquement. Il n'y a pas l'abonnement à l'Anthropic. Et là, ça te coûte cher. Là, ça te coûte cher parce que l'API, tu payes au prix unique. Hein. Donc, plus les frais. Donc, c'est exorbitant. L'usage d'un vrai OpenClaw toute la journée, c'est des sommes astronomiques. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. C'est un truc qui tourne tout le temps. Ça consomme sur des serveurs. Voilà. Donc, si effectivement certains veulent se faire un OpenClaw local, il faut acheter soit une puce NVIDIA, enfin une carte NVIDIA qui fait tourner tout ça. Et ceux qui le font avec des Mac, il faut acheter 3 Mac Studio à plus de 5 000 €. Il y a une barrière à l'entrée quand même. Hein, Ah oui, non, mais il y a ce que tu vois sur X, puis la réalité. Enfin, tous ceux qui j'ai acheté un Mac mini pour faire ça, déjà, tu peux le faire sur un Mac tout simple. Hein, ça n'a pas besoin d'un Mac mini. Et parce que, en fait, ça prend de la place quand ça tourne. Tu vois, juste le logiciel. Puis derrière, il faut mettre un truc qui donne les ordres, qui est l'IA, en fait. Et ça, il faut le connecter. Donc, bon, ça, c'est un autre sujet. On va voir sur X, les gens n'en parlent pas trop, mais c'est assez rigolo. Pour moi, l'orchestration, c'est super intéressant parce que je suis convaincu que le futur, c'est les petits modèles. Ouais. Le futur, c'est pas un modèle qui a appris tout sur tout, qui connaît toutes les lignes de code, tous les moyens. C'est un modèle qui connaît très bien ton ordinateur, qui connaît très bien certaines choses spécifiquement. Donc un modèle qui est très bon sur l'orthographe, un modèle qui est très bon pour les actions sur un Mac, par exemple. Et du coup, il arrive à tout faire à la place. Et pour moi, faut réussir à faire ça en local. Donc c'est des petits modèles, ce qui veut dire petite connaissance et aussi prendre peu de contexte. Et pour prendre peu de contexte, il faut découper les informations. En exemple, hein, c'est tout bête, mais faut essayer de voir en page A4. Aujourd'hui, les modèles d'IA que vous avez sur vos iPhones, donc tous les iPhones dans le monde qui sont sur iOS 26, ont 6 gigas d'IA. Pour vous rendre compte, c'est 11 sur tous les Macs. Local, hein, avec personne l'utilise. Très intéressant. Mais ça peut être sur un autre épisode. C'est des modèles en fait qui ont un contexte de 4096 tokens. Ça représente quoi si tu dois expliquer simplement à quelqu'un? 4 pages A4. C'est 4 pages A4. En police 13, je crois, quand j'ai fait mon test. Claude, c'est 200 000 tokens. Ça fait combien de pages A4? Je te laisse faire pour voir. Il y a une IA pour ça, non? Voilà, il va falloir demander. Donc voilà, en fait, effectivement, il y a ce sujet il y a une vraie différence. Sauf qu'il y en a une, ça me coûte 0, c'est dans mon iPhone. Alors, ça consomme de la batterie, par contre. Et c'est pour ça qu'ils améliorent. Et c'est pour ça que tu vois bien, il y a genre Lenovo qui retravaillent complètement, ils créent leurs ordinateurs pour réussir à faire entrer plus d'IA dedans. Sauf qu'en fait, on ne pensait pas comme ça à la création de base. Donc là, je suis très intéressé à voir les annonces d'Apple d'ici quelques jours. Donc ça veut dire que ça reconfigure la façon dont on pense le hardware. Complètement. Mais c'est bien le gros problème, parce que le problème, c'est que l'ordinateur, ça se prévoit un petit peu à longtemps à l'avance. Ouais, un chouille, ouais. Un chouille. Mais tu vois, il y a bien eu effectivement solution de petite hype. Et là, j'ai pas creusé, mais il paraît qu'effectivement, ça serait vu que les Mac mini se vendaient beaucoup chez Apple. Mais bon, l'information, tant qu'elle vient pas de la newsroom, perso, j'y crois pas. Ouais, donc voilà. À surveiller chez Apple sur la version officielle de ce qu'ils déclarent. Ouais. On en parlera peut-être, d'ailleurs, on verra ça peut-être dans quelques mois, parce qu'il y a un keynote qui sera prévu normalement au mois de juin. Donc forcément, c'est le keynote des développeurs, donc on en saura sûrement beaucoup plus là-dessus. Alexandre, puisqu'on parle des développeurs, ceux que tu côtoies, comment ils vivent cette histoire? Ils ont la pétoche ou pas? Écoute, c'est assez incroyable, ils n'y arrivent pas à s'y mettre. Ils sont quoi? Ils sont. Je te parle pas des développeurs avec qui je bosse tous les jours. Hein. Ils sont des lapins dans des phares, ils sont des lapins pris dans des phares et ils sont complètement congelés ou quoi? Alors je dirais que c'est pas cool, on pourrait le voir ça comme ça, mais quand même, je dirais pas ça. Quand même certains des amis. Non, mais c'est qu'en fait, c'est normal, c'est que t'as fait des années d'études pour te dire que tu dois apprendre du langage et coder. Waouh, t'as un super power que peu d'ont. Ressources rares, quoi. Non, mais c'est fini. Et en fait, le problème, c'est que moi, c'est très simple de dire, moi, mon métier, c'est de tester tout, tous les jours et de voir ce qui a le plus de sens, mais ça changera la semaine prochaine. C'est pas grave, c'est ça l'innovation. Eux, pas spécialement. Et donc, c'est compliqué quand effectivement, ça fait quelques années, ou beaucoup, voire des dizaines d'années, où tu es sur le même métier et là, tout change. Et en fait, tu as deux options. Soit tu as l'option du écoute, non, c'est pas possible, ça peut pas faire ça, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible, et puis j'irai pas voir. C'est ce qu'on appelle le déni, ouais. Un beau gros déni, et je pense qu'ils sont tous dans cette phase-là. Puis après, tu as ceux qui, même si ont eu des dénis, un petit peu à un moment ont testé. Et de tout seul, c'est un peu des chercheurs, c'est des gens qui aiment bien creuser. Ok, ils ont compris, c'est super intéressant.
Et après, tu as la dernière phase, c'est celui qui est impressionné. Et pour moi, celui qui a toujours été le plus impressionné, c'est celui qui ne voulait pas l'utiliser. Et j'ai une super anecdote comme ça. J'ai un développeur que je fréquente pas mal qui, en revenant de ses congés d'été, a un de ses disques durs qui a cramé. Un de ces disques durs à cramer. Ouais. Ouais. Et ça fait que du coup, dedans, il avait ses softwares à lui pour gérer sa team de développeurs, tous ses prestats, etc. Et donc là, quand tu as une semaine pour revenir au boulot et que tes logiciels internes, donc c'était développé, enfin voilà, comme un bon CTO, et ben en fait, il avait plus rien. Et donc là, sa seule option pour arriver et reprendre sa semaine après ses congés normales, c'était de se dire, bah, il faut que je demande à l'IA de redévelopper ça pour moi. Donc il a demandé à Patator, Super IA Ouais. Accelerator. Donc avant les vacances, il était plus que pas vraiment à fond avec les idées, etc. quoi. Il avait beaucoup de doutes. En revenant des vacances, il était 100% in. Ok. Parce qu'il a été obligé de le faire. Bah, c'est marrant ça, tu vois, ça me rappelle les sujets, tu vois, de transformation digitale où les mecs disaient ouais, moi j'arriverai jamais à travailler en faisant des visios sur Teams ou sur Google Meet, c'est impossible, jamais, jamais. Et puis il y a eu le Covid, et puis comme par hasard, bah, avec le Covid, tout le monde y est passé. Donc ça, c'est toujours un peu ce sujet. Est-ce qu'il faut un événement hyper choc pour arriver à faire passer ceux qui sont rétifs by design au départ, je sais pas. Enfin, j'espère qu'il n'y en aura pas. Donc, ok, ça, on a bien vu les trois profils de développeurs sur le sujet. Donc, il y a ceux qui sont dans le déni, il y a ceux qui testent, et puis il y a ceux qui ont le déclic. Toi, la relation entre ce qu'on appelle un business owner, donc ou un product owner, le patron du produit qui travaille avec des développeurs, et l'UX là-dedans, on en a d'ailleurs pas parlé. Est-ce que ça change la façon de travailler en équipe, en ce qu'on appelle en squad, où il y a un tech lead, un designer, un product owner, et puis aussi peut-être un data scientist ou un expert de l'IA? Bah écoute, alors ça, c'est une super question. Et surtout, j'y ai pas la réponse. Et parce que c'est un truc sur lequel je travaille tous les jours. Et d'essayer de vraiment comprendre comment tu peux réussir à orchestrer tout le monde. Le seul truc que je peux vraiment te confirmer aujourd'hui, c'est que ça va trop vite. C'est-à-dire que ça va trop vite pour développer un truc. C'est de base, tu peux te dire, tu peux avoir des applications qui sont tellement grosses que tu as peut-être 20 développeurs en même temps qui codent. Chacun sur leur branche, etc. Ils envoient du code. C'est ce qu'on me raconte, hein, j'ai jamais vécu ça, je suis pas développeur. Mais en fait, quand là, en fait, tu arrives à un point où quand tu lances toutes tes IA, ça arrive plus souvent qu'en fait, automatiquement, elles se stoppent parce qu'elles sont en train de recoder sur là où l'autre code. Parce qu'elles vont trop vite. C'est-à-dire que quand une ligne de code, tu vois, à la journée, un développeur pondait peut-être entre 50 et 100 lignes de code. Ce qui est normal. Ça peut être très long, une ligne de code, mais voilà. Aujourd'hui, il peut t'en pondre 100 en 15 secondes. C'est qu'en fait, à un moment, tu n'as même plus de features à créer, tu n'as plus de choses à créer. Tu vois, je veux dire, à un moment, c'est tellement rapide. Donc, en fait, c'est des toutes petites équipes. Et après, j'ai pas encore testé ça sur des trucs très gros, hein, bien sûr, aussi, en toute transparence. Mais ça va trop vite, ça va tellement vite qu'à un moment, tu te retrouves rapidement à te marcher dessus. Alors qu'avant, il fallait des mois avant de te retrouver, tu vois. C'est qu'en fait, là, ça se rejoint trop vite. Alors, un des sujets qu'on peut aborder souvent quand ça va extrêmement vite et qu'on va très vite, souvent, on a tendance à confondre vitesse et précipitation. Est-ce que le sujet serait pas de se dire, au contraire, prenons notre temps, on est pressé, pour vachement mieux travailler en amont sur l'intention, sur l'objectif, sur ce que l'on veut faire, et ensuite on lance la machine. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut autant s'équiper que l'IA qui code pour juste bien écrire le projet avant. Mais ça, dans tous les cas, tu le fais, donc tu vas juste gagner beaucoup de temps. Et moi, dans les grandes boîtes, on le fait, ça c'est sûr. Mais je pense surtout qu'en fait, c'est une telle rapidité que tu peux être agile. C'est moi, depuis que je suis arrivé à l'entreprise, à chaque fois, on me dit, je sais pas comment ils font AliExpress. Tous les jours, ils ont des mises à jour. Sur chaque page. Tu as des pages, la page, elle peut changer 3 fois en 15 minutes parce que juste l'application, elle a été codée. Tu as peut-être 12 pages de paiement parce que, voilà, ils testeront ce qui fonctionnera avec toi. En fait, tu peux faire ça. C'est-à-dire que tu peux aller à un niveau où tu te dis, déjà, tu peux faire du digital qui est cool, des choses où il n'y a pas de ROI, mais juste, why not, c'est juste sympa. Voilà, et ça, c'est cool. Hein. Faut pas oublier, hein. Les sites avant, c'était en flash. On se souvient des sites en flash, et je pense qu'il y avait beaucoup de choses dessus qui avant n'avaient pas de ROI. Juste, c'était cool. On peut revenir à ça, donc là, c'est un très grand point. C'est bien le coup. Il faut revenir pour le digital cool, moi, je dirais. Mais si j'étais petit à l'époque, mais vraiment, il faut revenir là-dessus. Non, et surtout, tu as le côté où, du coup, tu peux faire beaucoup plus, tu peux beaucoup plus réagir, beaucoup plus faire vivre. Et je pense que pour moi, le numérique, vu que maintenant le numérique doit être intégré avec le physique, parce qu'on est tout le temps sur nos téléphones, doit avoir autant de peps que le physique. Tout le temps changer, tout le temps évoluer, tout le temps te montrer des choses. Faut pas que ton application, elle reste bloquée pendant 1 an parce que dans ta roadmap, ça passe pas de rajouter une feature. On doit créer, en fait, des expériences vivantes, en fait, c'est ça. C'est ça. Et en fait, là, ça te le permet, tu vois. Donc oui, tu peux prendre un peu plus de temps, mais d'un côté, t'es plus rapide, tu vois.
Je veux dire, en fait, tu vois, sur un développement d'applicatif, par exemple, tu auras toute la partie où tu veux réfléchir à ton produit. C'est super. Déjà, tu peux t'équiper de l'IA pour challenger les idées, bien orchestrer, etc. Et si en utilisant ça et avec des super outils que tu développes toi-même, d'ailleurs, pour tes besoins, d'ailleurs, ça sera un point, il faudra qu'on aille dessus à la fin de ce podcast. Ce qui est assez simple, c'est que tu peux dire, nous, on va mettre toutes les features dans toute ton application. Tu la dessines grosso modo. Et là, tu l'envoies à tes IA qui vont dev. Ça va excessivement vite, mais vu que tu as déjà mis toutes tes préconisations techniques avant, t'as pas trop d'erreurs. Le problème des vibe codeurs aujourd'hui, c'est que moi, quand je lance un truc, je peux pas te dire quel langage il faut. Hormis si c'est sur un Mac, je sais, tu vois. Mais c'est tout. Donc là, tu mets tout en avant, ça développe tout, tu testes tout, et après, tu pourras dire, super, tu auras plus de temps, et tu pourras faire ta SSI, super. Écoute, je ferai tourner une IA pendant une journée entière pour faire tout mes checks SSI. Ton application, c'est un bon cœur. Dans ton application, tu as plusieurs aspects. Tu as le fait de pouvoir comprendre les features, donc les fonctionnalités. les fonctionnalités de ton application. Après, il faut la développer. Enfin, il faut faire un design. Après, il faut développer le design. Après, il faut s'assurer que tout fonctionne. Il faut s'assurer que tout soit sécurisé et faire en sorte que quand tu vas la rendre publique, elle ne crache pas. C'est-à-dire qu'elle tienne la production. Ça, c'est des grandes étapes qui sont très longues de base. Déjà, il faut comprendre ce que tu veux faire. Ça peut être très, très long. Après, il faut la designer. Ça peut être très, très long. Après, il faut la coder. Ça peut être très, très long. Et après, là, c'est les développeurs qui font tout ça. Là, tu peux aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que tu peux déjà commencer à réfléchir à ton application, commencer à avoir des premiers jets de visuel, de design, qui sont déjà codés. Rapidement, chacun bosse, mais avec tous les outils d'IA, etc., tu vas très vite, en fonction de ton application. Et puis, normalement, tu ne fais pas des requêtes, donc je pense qu'il n'y a pas non plus besoin de se prendre la tête trop de fois. Et puis, au pire, l'erreur ne te coûte plus rien. Il faut aussi pas oublier ça. Le fait de revenir en arrière ne coûte plus rien. C'est pas un problème, tu vois. On a cette peur de vouloir mal faire. En fait, tu pourras le soulever en très peu de temps. Et après, du coup, tu designes quelques pages de ton application. C'est parfait, ça te va, c'est ta direction artistique, c'est ce que tu veux. Tu le fais coder. Après, tes designers, au lieu de redesigner à la main, ils designent avec une IA qui, parce qu'ils demandent, va orchestrer le design comme ils veulent. Derrière, vu que ton design est déjà codé, tes développeurs, ils vont coder le fonctionnement qui est derrière ce que tu vois qui est beau avec les couleurs, quoi. Tu vois, il va coder tout ça. Et en même temps, tu as un autre qui va pouvoir s'assurer que toute la sécurité, c'est nickel dans ton app. D'autres qui vont s'assurer que s'il y a une montée en charge, ça suive. Mais tout ça, en fait, c'est très rapide. Et avant, c'est dans d'un an et demi. Par rapport à cette rapidité, là, tu nous donnes un schéma qui est un peu séquentiel. Est-ce que le sujet serait pas, mais peut-être que c'est comme ça que ça marche, de dire, c'est poser en fait les règles de sécurité. C'est by design. Poser les règles du design, justement, avec un design système déjà existant. Enfin, une fois que tous ces cadres sont posés, en fait, et ces sortes de compétences qui sont les règles du jeu, c'est là où tu attaques le vibe coding avec tes IA qui vont, elles, super vite. C'est-à-dire que toutes les règles sont déjà prises en amont. C'est un super bon point et tu as raison que je n'insiste pas assez dessus. Habituellement, dans les projets, vu que tu as toutes ces grandes étapes, en fait, tout se lance en parallélisme, en fait, tu vois. D'accord. Ça se monte un petit peu dessus, mais avec des temps. Ce qui fait que sur un an et demi, tout se passe bien. Là, c'est sûr que pour moi, il ne faut pas commencer à faire une seule ligne de code si tu ne connais pas déjà comment ça va se passer ton hosting, c'est-à-dire que tu as monté en charge derrière tes serveurs. Si tu ne sais pas tes règles de sécurité, si tu ne sais pas tes applicatifs, ne commence rien. Parce qu'en fait, tu peux directement coder. Donc, vas-y à fond. Avant, vu que tu devais attendre le dernier moment pour coder, pour plein de raisons d'avant, de production, de design, etc. Là, c'est sûr qu'il faut tout mettre au plat avant, mais avec tous les outils qu'on a, comme toi, PPC, quand tu as ChatGPT sur ordi, tu es beaucoup plus rapide. Ça, tu peux y arriver assez facilement, tu vois. Ok, ouais, donc tu mets toutes les parties prenantes de l'entreprise en amont, dès le départ, en fait, au temps zéro du projet, pour que chacun puisse donner ses règles du jeu. Et après, on peut commencer à itérer, à créer, puisque c'est rapide et que tu le disais. Finalement, l'erreur ne coûte rien, on peut corriger très vite. Moi, ce que j'entends dans tout ce que tu dis, c'est de la fluidité. C'est le fait de finalement arrêter d'être sur des positions établies, c'est-à-dire c'est accepter en fait le fait que tout est liquide, on peut changer, on peut refaire, on peut machin, mais et pas rester sur ces positions coincées. C'est un peu quand tu nous parlais des développeurs comme ça en disant ils sont un peu coincés sur leur truc. Finalement, décoinçons-nous, fonçons, créons. J'ai aussi l'impression qu'on a une tendance forte là-dessus avec ces outils qui vont se démocratiser. Pour l'instant, ça reste encore sur des gens qui maîtrisent un peu le sujet. Mais tu le disais, il y a des gens qui vont travailler sur les couches, rendant ça possible pour tout le monde. Ça va finalement permettre de créer vachement plus de projets cool et peut-être de créer des projets ou des nouveaux business sur des sujets qu'on n'osait même pas prendre parce que la barrière à l'entrée était trop haute, le coût était trop difficile. Finalement, ça va peut-être pas tuer des métiers, ça va en créer plein d'autres, non ? Je te dirais que ça pourrait en créer plein, mais pour en créer plein, il faut qu'il y ait de la consommation. Le bon exemple, c'est, désolé, mais je fais ce parallèle-là, je pense que ça sera compréhensible. Quand il y avait toutes les personnes qui disaient non mais
si on a des musiciens qui sont 100% IA sur Spotify, ça va tuer le marché. Faut juste prendre en compte qu'en fait, dans tous les cas, tu as 24 heures pour écouter ta musique. Sachant que tu dors, peut-être qu'on va dire que dans ta journée, tu aurais 4 heures pour écouter de la musique. Bah écoute, que tu écoutes Angèle Orelsan ou que tu écoutes quelqu'un qui fait de l'IA, tu écouteras juste ce qui te plaît. Tu vois, t'as pas la place pour. Donc effectivement, tu auras plus de produits, tu auras plus de choix. À la fin, tu Ça veut n'auras dire que pas la le place temps de pour tout. consommation, on a toujours 24 heures par jour, c'est ça? Non, mais je pense que. Alors oui, pardon. oui, c'est vrai, je réfléchis quand même à ce que je vais dire, parce que je réfléchis un petit peu à votre, mais globalement, à la fin, tu auras beaucoup plus de produits, mais beaucoup moins de gens qui vont les consommer. Ouais, mais s'ils coûtent beaucoup moins cher à faire, ça reste de la rentabilité. Oui, mais du coup, à quel prix t'es prêt à payer, tu vois? Tu vois, en fait, la rareté, l'exclusivité, la réussite de quelque chose, donc la hype autour d'un produit, c'est ce qui fait que ça se vend. Une application aujourd'hui sur l'App Store, j'adore regarder ces trucs-là. Hormis ceux qui disent sur X qu'ils arrivent à faire 100 000 euros par mois avec des applications. Souvent, c'est faux. Ceux qui vendent une C'est de formation comprendre les pour grosses gagner 100 hypes. 000 euros. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est des applications que je me suis mis à follow sur X. Et parce que juste, ils ont fait des trucs super sympas, des features cool. Voilà, il y a une petite communauté autour. Comme une application qui s'appelle Picker, qui permet de faire juste des screenshots très sympas sur Mac. Plus de 50 000 followers sur X, etc. Il fait 1 000 euros par mois avec son app. C'est sympa, hein? Ouais. Non, mais c'est cool. Mais par rapport à ce que tu te dis par les réseaux, c'est beaucoup moins. C'est qu'en fait, il y a des gens qui le follow vraiment juste pour le love du produit. C'est juste du numérique cool. Quelques personnes payent quand même, tu vois. Ça va pas plus loin que ça, tu vois. Et pourtant, il a déjà une grosse communauté. Donc, je pense qu'effectivement, tu pourras sortir une application. Par contre, tu auras peut-être 2 téléchargements, parce que déjà, vous serez 10 à avoir fait la même application. Il y en aura peut-être un qui aura trouvé un truc design, mais vu que tu pourras copier l'application de l'autre très facilement. Ouais, parce que tu as aussi ça. Tu m'as aussi dit qu'il y avait une possibilité avec ces outils de décompiler, c'est ça? Alors ouais, ça c'est un sujet que bien sûr il faut pas faire, parce que on c'est pas autorisé hein, juridiquement. Moi je vous dirais faites-le peut-être sur des projets open source, mais si c'est compilé, c'est que quelqu'un ne souhaite pas que vous puissiez décompiler. Oui, ça appartient à quelqu'un. Mais globalement, quand peut-être vous avez eu accès à des suites Photoshop qui étaient hackées, des suites Final Cut Pro, etc., c'est des gens qui téléchargent l'application, qui rentrent dedans, donc quand tu rentres dans les fichiers, essayent de reconstruire l'application, enlèvent les règles, etc., les trucs qui bloquent, et la recompile et te la propose. C'est ce qu'on appelle de la décompilation. La décompilation, ça peut prendre des mois et des mois pour des gens très très bons. Ce qu'on appelle presque du hacking, mais bon, décompilation. Ça, avant l'IA. Là, effectivement, l'IA peut le faire très facilement. Et donc, tu as des langages qui vont être beaucoup moins utilisés, comme Electron, par exemple, qui est un langage qui est assez bien pour faire des applications qui fonctionnent sur Mac, sur Windows, etc., avec des petites variantes. Et ben en fait, ça, c'est des applications où tu peux les décompiler et même récupérer le design. Waouh. Et donc, en fait, c'est là où tu vas prendre un sujet, c'est que la SSI va être très, très importante. Par exemple, toute application iPhone, tu peux la décompiler pour récupérer la logique de l'applicatif. Tu peux pas récupérer son design. C'est mélangé, c'est plus possible. Mais ça, c'est la force d'Apple, c'est ça? D'Apple, complètement. Ouais. Mais après, ça, c'est super intéressant parce que du coup, faut pas se leurrer. Il y a tellement de gens qui rentrent dans la tech qui n'ont pas ces règles, pas d'éducation autour. Ouais, le hacking, mais le fun, enfin, pas le fun hacking, mais le je ne savais pas, en fait, qui est juste ça l'a fait, mais je n'ai aucune connaissance. Ça arrive, en fait, c'est même pas de la malveillance. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, tu te dis quand même que tu chippes un truc chez quelqu'un, mais ça va être faisable et très facilement. Voilà. Donc, en fait, effectivement, quand je dis, tu prends ton temps, tu te passes 2-3 semaines à faire une super application. Elle est belle. Quand tu cliques sur le bouton, ça fait une super belle animation. Je dis ça parce que ça, c'est ce qui m'arrive, en fait, de passer mes week-ends à faire ça. Déjà, il faut que j'arrive à la sortir. C'est quand même toujours un peu plus dur à la fin, même si ça va être de plus en plus simple. Et puis après, il faut que tes gens qui la téléchargent. Donc moi, je pense qu'effectivement, tu vas avoir beaucoup plus de produits à dispo, mais peut-être tu n'auras pas envie d'en consommer autant. Et ceux qui arriveront à te toucher, ça ne sera pas ceux qui auront codé ça un week-end. Ça sera des gens qui font ça à temps plein. Parce qu'en fait, pour que ça sorte du lot pour te voir toi, c'est que ça a arrivé quelque part, quoi. Tu vois. Ok, ouais, donc il y a quand même un gros sujet de marketing derrière là. Hein. Majoritairement, mais ça comme tout. De toute façon, le marketing est toujours plus dur quand il y a plus de monde. Donc là, il y aura juste énormément de monde. Et tu vois, je sais que là, j'ai des apps à moi qui sont bientôt prêtes pour être publiées sur le store. Et là, je le dis à vote et je me dis, bon, c'est vrai, vraiment, faut pas que je me dise que je vais réussir à avoir des téléchargements. On est plein à le faire maintenant. Moi, je te propose un truc, c'est qu'on va faire un truc, tous ceux qui écoutent le podcast, je vais mettre dans les notes d'épisode un formulaire. Et puis, si vous voulez encourager les applications d'Alexandre, vous donnez votre mail là-dedans. On vous spammera pas, c'est promis, mais on vous annoncera en avant-première quand les apps arrivent. Voilà. Ouais. Et alors, le truc qu'on vous demandera de faire, parce que comme vous êtes dans les premiers, mécaniquement, quand on est sur des stores, on vous demandera de mettre un petit commentaire sympa, des étoiles et tout ça. Et surtout un point très important, et ça c'est un autre point, quand tu fais une app tout seul, du coup, ça va tellement vite, tu n'as pas spécialement envie de tout tester.
Donc, quand ça bug, faut le dire. Ouais. Alors déjà, une fonctionnalité, un bug n'est pas une fonctionnalité. Hein. Et si vous envoyez vous faites un petit feedback. C'est super important. Les Américains disent feedback is a gift. C'est vrai, un truc qui marche pas, dites-le aux développeurs. Expliquez ce qui marche pas vraiment. Il faut pas dire ça marche pas. Il faut expliquer pourquoi ça marche pas. Et en lui donnant le détail, il va pouvoir corriger. Et ça, c'est la beauté du truc, quoi. Et on le disait, il y a cette capacité à corriger les erreurs rapidement. Ouais. Donc, il faut donner il y avait fait la correction. Vous le dites, il y a un truc qui marche pas, ça corrige. Quand c'est corrigé, vous remerciez parce que c'est vachement important. Tu vois, ça, Les développeurs vous remercient. J'en parle parce que tu vois en entreprise, dans les applications là, que j'ai mis à dispo avec tous mes collègues dans ma direction, et ben en fait, mes applications, des fois, elles bug. Et moi, je leur dis, mais je ne fais pas les tests. Je ne vais pas faire les A/B tests, ça va me prendre des heures. Moi, j'essaye. Donc, je leur ai montré un petit peu comment réussir à me récupérer les logs, etc. Et je leur ai dit, mais envoyez-moi par Teams. Et moi, directement, je fais les copier-coller et je répare et je renvoie. Mais je peux pas prendre le temps de faire des tests. Alors, je pourrais développer des trucs qui font des tests aussi, mais encore une fois, je suis pas tech. Donc, moi, je le fais plus par le kiff et par le pleasure. Et c'est sécurisé, etc. Pas de doute. Parce que mes techs m'ont aidé pour s'assurer que tout était bien quand même. Ils m'ont juste dit, fais travailler ton IA là-dessus. On sait jamais. Et c'était nécessaire. Mais voilà, donc en tout cas, tu vois, c'est un bon exemple. Tu prends même pas le temps de faire le test parce que, au pire, c'est tellement rapide à corriger. Bah, tu vois, c'est marrant parce que c'est une énorme transformation. Il y a une dizaine d'années, sortir une appli, il fallait qu'elle soit parfaite. Alors, c'était déjà en plus le truc. Alors, elle mettait 18, 24, 36 mois, voire plus, à sortir parce qu'il fallait qu'elle soit parfaite. Et puis, le moment où elle sortait, en fait, elle n'était plus du tout dans le game. Donc, ça s'est quand même vachement amélioré depuis les sorties d'applications mobiles, où il y a eu quand même des méthodes, des machins, des gens plus agiles, etc. Et le versionning, on l'a tous connu sur nos applis, il y a toujours des nouvelles versions. Donc, on a commencé à apprendre, les produits qui sortent, ils sont pas parfaits, ils s'améliorent et ils amèneront d'autres fonctionnalités. Là, j'ai l'impression qu'il y a une accélération de dingue qui va se passer. On va s'habituer à des applis qui sont pas parfaites. C'est un peu comme l'IA, elle n'est pas parfaite, elle se plante aussi, elle raconte des bêtises. On va s'habituer à vivre dans un monde imparfait, mais qui se corrige, qui s'améliore. Donc, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben c'est pile poil ça, tu vois. Enfin, moi, et je le refais par rapport à l'IA, tous les matins, mon petit truc, c'est aller sur X et je tape juste AI, open source AI. Et là, je regarde tout et tous les URL sympas des GitHub, donc des fichiers, là où il y a du code, etc. Je le prends en stock, je le prends, je me l'envoie par message, je le télécharge, j'arrive au bureau. Et en fait, c'est parce que toute la nuit, partout, on est comme cette lumière sur Terre et beaucoup à travailler sur l'IA, même s'il y a eu un super panneau qui est sorti en disant le nombre d'humains qui utilisaient l'IA simplement et ceux vraiment qui la payaient. Écoute, il en reste plein qui l'utilisent. Il en reste plein qui l'utilisent pas, mais ça a changé plus. Donc en tout cas, voilà. Enfin, ce qui est sûr, c'est que déjà, tu peux devenir créateur. Donc moi, j'aime pas dire vibe coding. Je crée. Donc je peux dire je suis vibe creator. Ça me va. Et le profil qui fonctionne le mieux aujourd'hui avec l'IA, pour moi, c'est ce que j'appelle le créateur frustré. Et j'en suis un très grand. C'est-à-dire que j'ai des fois eu plein d'idées, je voulais faire plein de choses. Puis là, je me suis dit, j'adorerais faire une application mobile, j'adore les apps mobiles, et ça, PPC, tu sais très bien, j'ai un pur plaisir là-dessus. Et là, on va devoir essayer de coder. Moi, j'ai essayé une fois de essayer de comprendre, moi j'ai arrêté. Déjà, juste installer Xcode sur mon Mac, ça m'avait saoulé. Là, vraiment, c'est pour moi, les créateurs frustrés, c'est le meilleur moyen. Tu as toujours rêvé faire de la photo et faire de l'édit de photos. Super, Photoshop, il va falloir apprendre. Bon, d'accord, c'est très simple. Maintenant, il y a des super images, des modèles d'images. Mais tu auras une réflexion autour pour faire ton truc. Une très mauvaise traduction. Un créateur frustré devient un créateur vibrant, un vibe code. C'est un vibe créateur. Un vibe creator. Allez, on va terminer cet épisode du podcast et merci d'avoir écouté vous tous jusqu'ici. Dernière question pour toi, Alexandre. Un mot de la fin. T'aimerais dire quoi à un jeune développeur? Il lui reste vachement d'années. Il faut qu'il fasse quoi? Écoute, pour moi, c'est prendre le lead maintenant. Pourquoi? C'est qu'en fait, c'est rare les occasions d'entreprise de pouvoir prendre le lead d'un truc aussi gros. Donc, monte dans le train, accroche-toi, non. Va en tête de wagon. Enfin, trouve la tech, teste-la et commence déjà à l'intégrer dans ton business. Enfin, dans ta boîte, en fait, faut pas dire business, on n'est pas à Dubaï, là, avec ce truc entrepreneuriat. Non, mais vraiment, en fait. On n'est pas à Dubaï. Non, mais faisons pas des conseils. Non, mais vraiment, en fait, juste, là, prends-le en main et mets-toi en position de lead, essaye de comprendre, passe ta nuit dedans. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ça va pas être ton boss qui va t'en parler, ça va pas être ton manager, ça va être ton grand directeur. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, quand tu vois les points que ça fait perdre en bourse, tes grands patrons, quand ils voient que, effectivement, tu coûtes X centaines de milliers ou de millions de charges salariales, faut être en toute transparence, ça va risque de descendre plus rapidement de leur demande en mode je crois qu'il y a des façons autrement de faire, ou de la part directement des finances. C'est quand même les finances qui feront tes budgets dans ta boîte.
c'est eux aussi en même temps qui vont regarder ce qui se passe en bourse. D'accord, ouais, donc c'est pas ton N+1, ton N+2 qui veut Non. t'en parler, mais c'est Grand Chef à Plume qui, parce que lui, il a vachement de visiteurs du soir qui vont lui raconter les histoires et vont lui dire, dis donc, c'est un peu ça qui se passe. Donc, remets un peu de l'ordre dans ta boutique. Donc, si tu es un jeune développeur, prends les devants, mets les mains dedans et gagne 3 ou 4 tours d'avance. Parce que quand ça va descendre, ils vont chercher quelqu'un qui pourra le faire. Si t'es là, c'est Et win. là, c'est l'ascenseur pour toi. Et sinon, dans l'autre sens, ça peut être un peu sport. Mais faut être réaliste, en fait. C'est juste que là, tout change, mais n'importe quelle partie du métier. De la com au design, à la tech, à l'idée, même juste à des gens qui ont des idées sur des apps. Enfin, je veux dire, là, tu as besoin d'avoir juste une personne qui a plein d'idées complètement folles, une personne qui connaît bien la boîte, ça suffit. Tu n'as plus besoin d'avoir des équipes énormes, en fait. Et là, c'est une super occasion. Mais le problème, c'est que ça va pas venir de ton N+1 ni de ton N+2. Ça va venir d'en haut. Parce que là, ça change, ça fait perdre des dizaines de points, donc de milliards, à la bourse partout dans le monde. Hein. Celle de Londres, celle de New York, celle de Hong Kong, celle de Paris. Ça tombe. IBM, SAP. Si ça tombe là, Microsoft tombe aussi. c'est ce que suivent tes patrons. Donc c'est pour ça, moi je lui dis vraiment, là c'est le moment de prendre le lead. Déjà parce que c'est cool. Enfin, moi je trouve qu'il faut réinventer son boulot. Et puis dans les années à venir, je pense que les boulots, on va faire que les réinventer. Ce qui est sympa, hein. Génial. Bon, c'est une bonne nouvelle pour nous tous, hein, parce que ça veut dire que c'est à nous de jouer. On a la main et ça, personne va nous l'imposer. Donc, par contre, faut pas dormir. Voilà, on compte sur vous. Merci d'avoir écouté Ne cet dormez épisode. Ne dormez pas. Non, ne vous endormez pas. Surtout pas. Faites-vous plaisir. C'est ça qui est important parce que tu nous as dit des trucs cool et c'est bien. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Connecting, abonnez-vous. Si jamais vous passez un petit coup sur YouTube, n'hésitez pas aussi à vous abonner et puis à mettre un petit commentaire. On répond à tous les commentaires. Merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'ici. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.